Ahmed fait partie dorénavant de la famille, et j'en suis fort satisfait. La famille du vieil Omar a trouvé en lui un excellent parti. Le vieil Omar peut maintenant se reposer en paix. Son unique garçon est encore trop jeune pour le seconder, et ce mariage lui apporte un peu de soulagement. Ahmed ne laissera pas tomber sa fille et sa belle famille. Je sais qu'il fera de son mieux pour lui venir en aide. Quant à moi, j'éprouve une joie sans borne d'être parmi ma petite famille. Mon garçon est beau comme un ange. Nadia gère sérieusement l'argent que je lui envoie. Elle économise autant qu'elle le peut, mais je constate avec regret qu'il faudra attendre plusieurs années avant d'atteindre la somme que j'estime nécessaire à décider de mon retour. Nadia est un tempérament généreux et serviable. Elle a suivi mes consignes à la lettre en ce qui concerne le soutien aux personnes les plus démunies. Cet argent sert en définitive à nourrir 3 familles entièrement et quelques autres accessoirement. Cela me pose quelques problèmes car je dois maintenant réviser mes plans. De nouveau en France, je suis moins optimiste quant à mes chances de respecter mon calendrier de retour définitif au pays. Je comprends aussi qu'en suivant cette voie, je ne m'en sortirai pas aussi rapidement que je l'aurais souhaité. Je prends l'initiative de parler autour de moi de mon intention de trouver un autre emploi mieux rémunéré. J'ai quelques réponses positives, mais aucune ne me paraît satisfaisante. On me propose des emplois plus pénibles, trop éloignés de la ville, ou encore un salaire à peine plus élevé. Je n'ai pas envie de quitter Marseille. Quant à Ahmed, le mariage lui a donné des ailes. Il se sent capable d'escalader les plus hautes montagnes. Il fait le projet d'extravagant de prendre en gérance un hôtel-restaurant. Il ne sait pas lequel, mais néanmoins s'accroche farouchement à cette idée. Tous les soirs, et même le dimanche, il part. Je ne sais où, en quête d'un immeuble à louer. Au bout de quelques mois de recherche acharnée, il finit par trouver l'immeuble de ses rêves. Je lui donne toutes mes économies et mon salaire pendant 3 mois. Joachim casse sa tirelire et je lui prête ses économies. Ses économies. Ajouté à ce qu'il a pu mettre de côté, il parvient à réunir le montant de l'avance et payer le loyer des 6 prochains mois. Lorsqu'il prend possession de l'hôtel, il doit consacrer toute son énergie et tout son temps avant de le rendre présentable. Il travaille finalement plus qu'au chantier. Et ce n'est pas notre présence le dimanche qui accélère l'avancement de l'ouvrage. Comme l'a prévu Ahmed, les clients affluent rapidement à l'hôtel car le nombre de personnes fraîchement arrivées d'Algérie ne cesse de croître. La plupart d'entre eux n'ont pas de point de chute. Les amis les dépannent bien pour quelque temps, mais ils ne peuvent pas abuser de l'hospitalité. Les nouveaux arrivants se rabattent donc sur les hôtels meublés. En inaugurant son hôtel, Ahmed s'aperçoit qu'il ne pourra pas assumer à lui seul l'exploitation du restaurant. D'un commun accord, nous faisons donc venir d'Algérie le vieil Omar et Samir. Cette formule souple ne nécessite aucune mise de fonds supplémentaire. D'autre part, plutôt que d'être oisif au doigt, il est préférable qu'ils participent à une entreprise familiale. C'est une façon pour eux de gagner un peu d'argent en exerçant un travail à leur portée. Je cède d'autres chambres et je rejoins le clan familial où dorénavant je n'aurai plus à payer de loyer. Tout cela a mis mes finances à sec. Je n'ai plus d'économie. Et qui plus est, je n'ai pas envoyé de mandat depuis plusieurs mois. J'ai choisi de soutenir Ahmed, mais la famille au Douar a dû en pâtir. Je ne vois plus le bout du tunnel. Je ressens un malaise qui n'en finit pas de s'éterniser. À ce rythme-là, je suis certain d'être encore au même point dans 5 ans. Mon séjour risque de s'allonger au-delà de toute prévision. L'engrenage de l'argent s'est peu à peu glissé dans ma vie, et je ne vois pas comment y échapper. Ahmed a choisi une méthode rapide pour en gagner, et je ne peux l'imiter. Je n'ai pas l'esprit commerçant. Pour faire ce métier, il est indispensable de posséder des qualités que je n'ai pas. Et puis j'apprécie d'avoir des horaires de travail. J'aime à la fin de la journée savoir que je dispose de mon temps comme je l'entends.
J'aurais pu malgré tout tenter l'expérience, mais tenir un commerce équivaut à s'engager à demeurer en France pour une période indéterminée. Rodouane est à Marseille pour un mois. Lui aussi s'est lancé dans les affaires. Il vient d'ouvrir un petit magasin de vêtements à Alger, à l'entrée de la Casbah. Il est toujours égal à lui-même, c'est-à-dire très soigneux dans sa tenue et dans son comportement. C'est le seul avec qui je m'enivre et danse sur un nuage sans me sentir coupable d'avoir enfreint les règles de notre sainte religion. Je m'adonne à nouveau à l'usage de l'alcool. Et nous partons boire loin des regards indiscrets. Je retrouve de la sorte un peu de l'insouciance qui me manque tant. Sa présence me fait oublier mes inquiétudes quotidiennes. Rodouane porte beaucoup d'intérêt à l'idéal nationaliste. Je n'oublie pas qu'il est parmi mes amis celui qui a été le plus loin dans les études. Il est aussi le seul Algérien avec qui les problèmes politiques liés à l'Algérie ne me paraissent pas ridicules. Il suit l'évolution politique du pays d'un regard lucide et réaliste. Il est parfaitement renseigné sur tout ce qui concerne la classe politique algérienne. Il est au courant de l'existence de tous les partis nationalistes et il connaît parfaitement leurs thèses et leurs divergences. Rodouane est passionné par les combats que se livrent en sourdine ces organisations. Les intrigues, les luttes d'influence, le combat des chefs, tout cela attise sa flamme nationaliste. Il cite les grandes figures du nationalisme. Il raconte à leur sujet des anecdotes qui m'amusent beaucoup. Il décrit les personnages avec un tel luxe de détails qu'à l'entendre, on pourrait supposer qu'il est le maître d'œuvre de toute cette agitation et que ces événements ont lieu dans sa boutique. Quoi qu'il en soit, ses convictions politiques ne sont nettement affirmées. Plus que jamais, il est devenu un fervent défenseur des thèses radicales sur l'indépendance de l'Algérie. Il ne s'en cache plus comme par le passé. Ses préoccupations ont pris dans sa vie une importance accrue, voire prépondérante. Ce qu'il me dit trouve naturellement un certain écho dans ma conscience. Comment puis-je trouver à redire lorsqu'il me parle de l'indispensable réforme agraire, de la misère dans les campagnes, de notre droit à nous exprimer librement, de notre droit à apprendre l'arabe dans les écoles, de la justice inexistante face au pouvoir absolu des colons. Pourtant, il est moins précis quand je lui demande de quelle manière il pense obtenir le retrait de la France d'Algérie. Il avoue que les moyens d'action sont à l'étude parmi quelques groupes de nationalistes qui refusent la lutte parlementaire. Il est clair en tout cas que des militants se penchent sur de nouvelles formes d'action qui promettent d'être spectaculaires. Rodouane me confie même qu'un groupe de militants envisage sérieusement de prendre des armes. Lui-même ne dissimule pas sa sympathie pour cette forme de lutte. Il sait pertinemment que l'armée française n'est pas une armée formée de gueux et qu'il faudra compter avec son potentiel guerrier. Les troupes françaises sont implantées sur tout le territoire algérien, bien équipées et opérationnelles. Je ne vois aucun moyen de mettre sur pied une armée comparable et surtout aussi bien équipée. Rodouane avance des arguments tout autres pour défendre cette option politique. Il fonde tous ses espoirs sur la dynamique populaire qui ne manquera pas de provoquer le déclenchement de la lutte armée. Il soutient qu'une armée populaire mettra à mal l'édifice colonial. Il me donne en exemple la lutte des Vietnamiens, qui, grâce à leur action armée, rendent la vie impossible aux troupes françaises. Il ajoute d'autre part que la conjoncture est favorable au mouvement de libération. Il se réfère aux pays arabes frères du Moyen-Orient et à certains pays africains. De toutes les thèses originales dont il me fait part, je ne retiens que son enthousiasme à imaginer la décolonisation. Néanmoins, je suis peu enclin à approuver la validation de son programme. Les aspects pratiques me semblent irréalistes. Je me souviens de la répression sauvage qui a eu lieu dans notre région à la suite d'émeutes infiniment moins subversives pour le pouvoir colonial que la revendication de l'indépendance. Ni la France, ni surtout les colons n'accepteront une telle éventualité. Les colons sont allergiques à l'idée de nous accorder l'égalité des droits, et la revendication de l'indépendance leur semblera inacceptable.
Et la France ne lâchera pas le morceau sans utiliser tous les recours, en premier chef celui de la force. Dès lors, le combat sera inégal et l'issue de la confrontation penchera obligatoirement en sa faveur. La France se redresse de ses ruines. Elle a besoin de réunir l'ensemble de ses moyens disponibles pour y parvenir, et les Algériens font partie de ces moyens. Ce n'est pas hasard si elle nous encourage à venir travailler en France. Dans les endroits fréquentés par les Algériens, nous n'aborderons que rarement ce genre de débat qui déchaîne rapidement les passions. Nous nous contentons généralement de survoler ces questions dans les cercles restreints de camarades. Les informations nous arrivent toujours longtemps après, et nous en parlons à titre de curiosité. Les gens ont des préoccupations immédiates qui accaparent l'essentiel de leur énergie. Marseille est le passage obligé des voyageurs qui viennent ou se rendent en Afrique du Nord. Lucette est arrivée dans notre ville. Elle fait une courte halte avant de repartir sur Paris, y prendre quelque temps de vacances dans la famille de son père. Sa fille est restée à Alger. Ce sont ses parents qui lui ont conseillé de s'aérer l'esprit en allant séjourner quelques semaines en France. Elle est descendue dans un hôtel luxueux de la Canebière, où elle paie chaque nuit l'équivalent de 15 jours de mon salaire. Lucette connaît Marseille mieux que moi. Un comble pour une personne qui a auparavant séjourné dans cette ville 2 semaines tout au plus. C'est donc elle qui me fait visiter la ville en m'emmenant dans des endroits dont j'ignorais l'existence. Le 2e jour après son arrivée, elle me fait part de son intention de s'attarder dans la région et me demande de l'accompagner dans ses déplacements. Elle n'a rien prévu de faire en particulier. Elle souhaite seulement se promener, prendre son temps. Je pense qu'elle désire plutôt se changer les idées en se détachant, l'espace d'un bref séjour en métropole, de son univers algérois. Prétextant des ennuis de famille, je prends une semaine de congé et me mets à sa disposition. Dès lors, Lucette s'organise en vue de demeurer quelque temps à Marseille. Chaque matin, elle me soumet un emploi du temps méticuleusement préparé. À 1 heure près, elle sait où elle se trouvera dans la journée. Les matinées sont réservées aux magasins, les après-midi à visiter les monuments, les expositions ou les musées. Le soir enfin, nous assistons à des représentations théâtrales ou musicales. Le 4e jour, en me rendant à son hôtel, j'ai à l'esprit le souvenir du malheureux Rachid le Kabyle. Je lui ai demandé un jour ce que lui procure le hashish, et il m'a répondu « Ce que j'aime dans la vie, c'est ouvrir les yeux et m'apercevoir que je ne rêve pas. » Il m'aura fallu des années avant de comprendre des bribes de ce qu'il a voulu dire. Et aujourd'hui, je crois que j'ai enfin compris le fond de sa pensée. Dès que Lucette apparaît, la brume des ténèbres prend le large. Elle est comme la lumière du soleil qui éclaire la vie. En sa compagnie, Marseille est une autre ville, une ville qui a troqué ses habits rugueux contre une étoffe veloutée. En me promenant dans les rues, pourtant familières, je remarque que la lumière du soleil les a transformées en de somptueuses avenues. Dieu que cette ville est belle. Un jour, que nous nous promenons dans la colline de Notre-Dame de la Garde, elle me dit de sa voix angélique : « C'est la première fois que j'ai du temps devant moi. J'aimerais bien en profiter pour faire un petit saut jusqu'à Nice. Tu m'accompagnes ? » Depuis que je connais Lucette, je me suis toujours demandé pourquoi elle s'encombre de procédures inutiles. Il n'existe pas un seul homme, aussi prétentieux et aussi puissant soit-il, qui ne se soumettrait à son regard illuminé par les étoiles. Chaque fois que je me trouve en sa présence, ma raison oublie sa mission ingrate et je ne réfléchis plus à rien.
Telle est la volonté du destin qui m'ordonne de quitter la terre des hommes. La suite, demain à la même heure, vous pouvez vous abonner.